Lemine Ould-Salem, est-ce que vous êtes surpris de voir Ibrahim Diz à ce procès? J'avoue que, comme tout le monde, je me posais des questions, jusqu'à ce matin d'ailleurs, est-ce que sera-t-il là ou pas? D'autant plus que même les personnes les plus censées être les plus informées, maliennes d'ailleurs, doutaient du fait qu'il allait être aujourd'hui présent. Tout le monde est donné comme faisant partie de la liste des 204 présumés djihadistes libérés à l'occasion de la libération des otages Sophie Petronin et Soumaïla Cissé. Donc c'était très important pour les autorités maliennes qu'il soit là. Absolument, je pense même que c'est un procès historique. Je pense que c'est la première fois, excepté si je ne me trompe pas, 1 ou 2 procès en Mauritanie, où une personne aussi importante dans les dispositifs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, aussi impliquée dans des actes djihadistes, est aujourd'hui présenté devant des juges et jugé publiquement. Et justement, on connaît sa responsabilité dans cet attentat du Radisson Blu? Oui, d'ailleurs, il le reconnaît dans les procès-verbaux de police et les documents à la disposition de la justice malienne. Il reconnaît absolument son implication dans il décrit d'ailleurs exactement dans tous les détails comment est-ce qu'il a perpétué l'attentat de la terrasse à Bamako, la rue Princesse à l'hippodrome, comment est-ce qu'il a aussi organisé sans être présent l'attaque contre le Radisson Blu, l'hôtel Byblos à Sévaré où il avait visé un personnel onusien, son implication aussi dans les attaques du Splendide de Bamako, de Ouagadougou, l'hôtel Splendide, mais aussi Grand Bassam en Côte d'Ivoire, où d'ailleurs il a été détenu à un moment donné avec Charles Blé Goudé dans la même prison. Mais on connaît un petit peu son parcours, son profil? Alors, il fait partie de cette génération de Mauritaniens, et plus ou moins ouest-africains et maghrébins, qui, au début des années 2000, s'est retrouvé dans le nord du Mali, gravitant autour de la figure historique du djihad dans cette partie d'Afrique du Nord-Ouest, qui est Mokhtar Ben Mokhtar. Alors, une des motivations immédiates a été la guerre américaine en Irak, ce qu'il évoque d'ailleurs dans les documents d'enquête malien. C'est un cas fréquent. J'ai rencontré moi-même personnellement lors de l'occupation du nord du Mali par Ansar Dine, à Tombouctou et à Gao, beaucoup de Mauritaniens de sa génération, nés à la fin des années 70, début des années 80, qui évoquaient souvent cette histoire de guerre américaine en Irak, la question palestinienne, la guerre en Tchétchénie, etc. Mais sur le fond, quand je les ai interrogés sur leur propre parcours personnel, très souvent ce sont des gens qui viennent plutôt de classe moyenne ou pauvres, n'ayant pas fait de grandes études, ayant souvent échoué au bac, et se retrouvant presque sans perspective professionnelle, ayant exercé des petits métiers, notamment le commerce comme lui. Il a tenté d'être commerçant, ça n'a pas marché, et puis après il se retrouve finalement entre les mains d'Al-Qaïda. Vous nous parliez à l'instant de Mokhtar Ben Mokhtar. Justement, est-ce que l'ombre de Mokhtar Ben Mokhtar plane-t-elle sur Absolument, absolument. Il y a un lien, absolument, il est immédiat. On découvre à travers... alors, tout le monde est surpris aujourd'hui de découvrir tout l'intérêt qu'on accorde aujourd'hui à Fawaz Ould Ahmed. Alors, il est vrai quand même qu'il a quand même réussi la prouesse d'être quasiment inconnu jusqu'ici, alors qu'il a été pendant très longtemps un des hommes essentiels de l'entourage d'Abel Mokhtar. Alors, il a été impliqué dans plusieurs histoires d'enlèvement d'otages, notamment l'ancien vice-ministre de la Défense du Canada, Robert Fowler, envoyé spécial des Nations Unies au Niger en 2009. Il a surtout été le médiateur, en fait, une sorte d'émissaire des ministres des Affaires étrangères ou de diplomates d'Abel Mokhtar pour la négociation des otages. Sachant qu'à l'époque, beaucoup de pays occidentaux voulant libérer leurs otages demandaient l'intervention d'un certain nombre de pays. Le Burkina était très souvent un des pays les mieux placés, et Fawaz se faisait le déplacement entre le nord du Mali et Ouagadougou pour la négociation notamment de la libération des otages canadiens de l'époque, des otages espagnols enlevés entre Nouakchott et Nouadhibou en Mauritanie, et puis libérés plus tard. Et Lemine Ould-Salem, je voulais vous montrer des vidéos qui circulent actuellement. On va les découvrir en ce moment. On va les découvrir ensemble, pardon. Elles montrent le djihadiste Yad Al-Ghali. On va les voir ensemble. Est-ce qu'à votre avis, elles sont authentifiées? À quand remontent-elles ces vidéos qu'on voit actuellement? Ah oui, celles-ci... c'était au lendemain, quelques jours après la libération des 204 détenus des prisons maliennes. D'ailleurs, on reconnaît à sa gauche Ali Touré, dit Abou Mohamed, qui était le directeur de la police islamique à l'époque où le Mujao occupait la ville de Gao. Et quel est son poids justement au Mali? Yad, oui. Aujourd'hui, c'est un acteur majeur de la crise malienne. Un acteur majeur? Absolument. Absolument. Et justement, la reprise du dialogue, elle est possible avec lui actuellement ou ça va être compliqué? Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, même si ceux qui connaissent les personnes ayant fréquenté Yad disent que
ils lui reconnaissent quand même, ils disent qu'il a toujours été partisan de l'art du possible. Alors Iyad ira-t-il jusqu'à accepter de négocier, de faire des concessions sur des questions aussi essentielles pour lui aujourd'hui, qui sont notamment l'application de la charia au Mali, oui ou non? C'est la grande question. C'est la grande question. Merci en tout cas, Lemine Ould Salem, d'avoir répondu à toutes nos questions sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous avez écrit le livre Le Ben Laden du Sahara, sur les traces du djihadiste Mokhtar El Belmokhtar. C'est aux éditions La Martinière. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.